Le moment que nous vivons, il nous rappelle que nous sommes vulnérables. Nous l'avions sans doute oublié. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Il y a dans cette crise une chance, nous ressouder, éprouver notre humanité, bâtir un autre projet dans la concorde. Un projet français, une raison de vivre ensemble profonde. Et les vertus qui aujourd'hui nous permettent de tenir seront celles qui nous aideront à bâtir l'avenir. Notre solidarité, notre confiance, notre volonté. Nous croyons profondément que la politique, c'est l'affaire de tous, des citoyens et des citoyennes, et qu'elle nous concerne tous et toutes, chacun dans notre vie, dans toutes les dimensions de notre vie. Il n'y a pas de meilleure manière de convaincre les Français que de le faire grâce à d'autres Français. Voilà notre recette magique. Nous en connaissons tous la formule. La seule ambition que je nous fixe, c'est d'être utile au pays. Vous nous avez montré que nous pouvions être fiers, car je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de formations politiques aujourd'hui en France capables de rassembler, non pas pour parler de courant, de motion, mais pour parler de projets, d'engagement citoyen, pour construire ensemble la façon dont nous voulons agir pour changer le territoire de notre pays. Il n'y en a pas d'autre. Et ce mouvement, il s'appelle La République en marche, et cela peut être notre fierté. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir celui qui est passé par toutes les étapes de l'engagement d'En Marche. Il a été entrepreneur dans sa vie, il a été adhérent à Paris, il a été référent à Paris, il est maintenant député, mais surtout, depuis plusieurs mois et maintenant plus d'un an, il est le délégué général de La République En Marche et je prends beaucoup de plaisir à travailler avec lui, Stanislas Guerini. Merci à vous. Merci Madame la maire pour les mots que vous avez eus, chère Brigitte, et de nous accueillir dans votre belle ville d'Amiens. Mes amis, en préparant ces mots, je me suis souvenu de Bordeaux l'année dernière. Nous étions physiquement des milliers de marcheurs, des dizaines d'ateliers. Il y avait des échanges, de la réflexion, des embrassades, de la joie, d'une certaine façon. Depuis, nous avons changé de monde. Et dans ce nouveau monde, il ne nous était pas possible d'être présents en nombre, physiquement, aujourd'hui à Amiens. Mais nous sommes quand même rassemblés. Nous portons des masques, nous nous saluons de loin, nous respectons les distances de sécurité. Ce monde a changé. Mais malgré les contraintes, nous avons fait le choix de vivre avec le virus. Et nous avons maintenu cet événement. Et si nous sommes moins nombreux ici physiquement, nous sommes encore plus nombreux à distance, partout en France. Nous sommes plus de 10 000 en ce moment à participer à cet événement. Et je veux tous vous saluer à distance, ceux qui participaient avec nous. Je veux saluer nos équipes. Permettez-moi de prendre ces quelques instants pour saluer nos équipes, car vous n'imaginez pas les efforts qu'ils et elles ont dû déployer pour que cet événement aujourd'hui soit possible. Il est possible grâce à la mobilisation des marcheurs, grâce à la mobilisation de nos référents. Nous sommes plus nombreux encore. C'est un succès et cela, c'est grâce à vous. Je veux saluer vous qui participez de plus loin. Je veux saluer le Premier ministre, Jean Castex, qui nous rejoindra tout à l'heure. Je veux saluer à distance le président de l'Assemblée nationale, notre cher Richard Ferrand,
les ministres, chère Barbara Pompili, qui est ici chez toi ce soir, les dirigeants de la majorité présidentielle, François Bayrou, qui interviendra également, Franck Riester, cher Patrick Mignola, cher Olivier Becht, notre nouveau président de groupe, cher Christophe Castaner, que je voudrais saluer et applaudir, notre ancien président de groupe, cher Gilles, notre président du groupe au Sénat, cher François, le président de notre délégation au Parlement européen, cher Stéphane, nos députés européens, nos sénateurs, nos référents, nos animateurs de comités locaux, nos JAM, chère Clémentine, chère Ambroise, merci, et tous nos marcheurs. Et cette année, en particulier, je voudrais adresser un salut à l'ensemble des élus locaux de la République en marche. Vous êtes plus de 9600 partout, vous êtes plus de 600 maires, adhérents de la République en marche. Vous faites notre fierté, soyez les bienvenus ce soir. Je vous le disais, mes amis, aujourd'hui, c'est la gravité qui emplit nos esprits. Au poids des responsabilités est venu s'ajouter celui d'une double crise, d'abord sanitaire et puis économique. Nous pleurons des dizaines de milliers de morts emportés par le virus. Nous redoutons les conséquences encore à venir de cette épidémie alors que l'automne approche. Nous luttons pour que des millions de travailleurs puissent conserver leur emploi, en retrouver un, pour que personne ne soit laissé sur le bord de chemin, pour que les entreprises surmontent la baisse de leur activité, pour que nos enfants puissent suivre une scolarité quasi normale, pour que nos aînés soient tenus à l'abri autant qu'il se peut. Bref, mes amis, nous nous battons. Et il y a quelque chose que nous savons déjà. Cette crise, elle a agi comme un révélateur. Elle a agi sur tout et sur tous. Et elle a révélé l'essentiel. D'une certaine façon, elle a levé un certain nombre de doutes. Elle a d'abord levé les doutes sur le passé. Souvenez-vous, les débats que nous avions sur l'orientation économique et sociale de notre politique depuis le début du quinquennat. Il me semble bien loin aujourd'hui. La vérité, c'est que depuis 2017, nous avons été à la hauteur de nos engagements et grâce à notre action, le pays était plus robuste pour faire face à la crise, parce que nous avons aidé les entreprises, parce que nous avons créé des emplois, parce que nous avons remis le chômage au plus bas depuis 10 ans, parce que nous avons créé des emplois industriels, parce que nous avons redonné de l'attractivité au pays. Nous étions plus forts pour faire face à cette crise. C'est notre bilan et je veux que nous en soyons fiers ensemble. Cette crise, elle a levé les doutes sur le présent. Grâce à la mobilisation des infirmiers, des médecins, des agents du service public, grâce à la discipline des Français, grâce au confinement, nous avons évité le débordement de nos hôpitaux, de peu, mais il a été évité. Tous les malades qui avaient besoin d'un lit ont pu en trouver un. Les TGV médicalisés, les bateaux militaires, les hélicoptères de la sûreté civile, rien n'a été négligé pour y parvenir. La vérité, c'est que tant de citoyens ont mesuré dans cette période la chance que nous avions d'être français. Je vous le dis, mes amis, aucun pays au monde n'a protégé l'emploi des Français comme nous l'avons fait pendant cette crise. Aucun pays au monde n'a protégé le pouvoir d'achat des Français comme nous l'avons fait pendant cette crise. Et d'abord, celui des plus précaires et celui des plus fragiles. Et vous savez combien la République en marche s'est battue pour cela. La vérité, c'est que nous avons été à la hauteur de la crise. Et je veux le dire lucidement aujourd'hui. Et j'assume d'autant plus cette lucidité que je crois que nous avons aussi le droit de dire que tout ne s'est pas bien passé. Oui, sur la question des masques, c'est très facile de refaire le match après le coup de sifflet final. Mais avec le recul, on sait qu'on aurait dû dire plus simplement qu'il n'y en avait pas assez et que c'était la raison principale pour laquelle il fallait les réserver à ceux qui étaient sur la première ligne de front, sanitaire et économique. Et je crois que nous pouvons nous dire les choses comme ça, parce que la réponse du gouvernement a été suffisamment exemplaire dans cette crise pour se dire la vérité et pour se dire les choses simplement. Cette crise,
Elle a levé les doutes sur le passé, sur le présent, mais elle lève aussi les doutes sur le futur. Notre économie est à la peine. Alors, nous la relancerons. Et nous la relancerons sans commettre les erreurs qui ont été commises en 2008. Il n'est pas question de mégoter sur les montants, parce que le passé récent montre à quel point il est plus difficile, plus long, plus coûteux de recréer des emplois plutôt que d'empêcher qu'ils soient détruits. Et 100 milliards d'euros, cela montre à quel point les leçons du passé ont été tirées aujourd'hui. La crise ébranle les modalités, notre mode de production. Eh bien, transformons-le. Le deuxième tiers du plan de relance, elle est pour justement que nous puissions transformer notre mode de production, aider les entreprises, soutenir les salariés, les entreprises, pour qu'elles puissent gagner en compétitivité, relocaliser, réindustrialiser, moderniser les usines, chère Agnès. Ce combat, nous le mènerons. La vérité, c'est que ce plan de relance permettra à notre pays de sortir plus fort de la crise. Nous sommes à la hauteur de nos combats. Alors je souhaite que nous allions porter cette parole, nous aussi. Et dès la semaine prochaine, je proposerai à tous les marcheurs de retourner sur le terrain, comme nous le faisons depuis le départ, pour porter ce message de confiance. Oui, nous réussirons. Oui, la France réussira. Ensemble, nous le dirons. Nous en ferons des affiches. Nous en ferons des tracts, nous le dirons sur les réseaux sociaux. Voilà la promesse que nous devrons porter, nous réussirons. C'est notre fierté et je veux que nous puissions aller le dire partout en France. Mes amis, ne cédons pas aux esprits tristes. Ils sont nombreux. Et depuis 40 ans, nous connaissons leur petite musique. La France est faible, la France est seule, rien ne va, les solutions n'en sont pas. Nous avons le devoir de faire entendre une autre voix, une voix de confiance. Et si l'on regarde la crise en face, en réalité, nous n'avons pas à rougir. À ceux qui dénonçaient la faiblesse de notre pays, elle a montré que la France était forte. À ceux qui dénonçaient un président des riches, elle a montré que ce sont les plus modestes que nous avons soutenus d'abord. À ceux qui nous accusaient de faire passer l'économie avant le reste, elle a montré que nous avons été capables d'arrêter l'économie pour sauver des vies. À ceux qui pointaient l'Europe du doigt, cher Clément, nous avons apporté un démenti éclatant en montrant que c'est dans les crises que notre union se révélait la plus forte. À ceux qui disaient que notre majorité était fragile, qu'elle éclaterait à la première crise, elle a montré au contraire qu'elle était solide. Et pendant la crise, jamais les parlementaires n'ont été aussi utiles et aussi efficaces en agissant avec le gouvernement. À ceux, mes amis, qui disaient que notre mouvement ne produisait pas d'idées, n'avait pas de ligne, elle oppose un plan de relance qui est directement inspiré des propositions que nous avons portées, réfléchies pendant des semaines. Christine le rappelait avec nos adhérents. La prime à l'embauche pour les jeunes, nous l'avons voulu, elle est dans le plan de relance. Le plan d'aide pour les petites associations, chère Nadia, nous l'avons voulu, il est dans le plan de relance. La baisse des impôts de production, nous l'avons voulu, c'est dans le plan de relance. Et je pourrais continuer longtemps, mes amis. En réalité, je regardais qu'un tiers du plan de relance est made in En Marche, issu des propositions que nous avons formulées. Ça aussi, portons-le fièrement. Cette crise a été un révélateur, un moment de vérité. Mais parce qu'elle nous oblige, d'une certaine façon, d'aller à l'essentiel, elle nous invite aussi à faire des choix pour l'avenir. Je voudrais partager avec vous 4 convictions, qui sont mes convictions, au fond, pour les prochains mois et pour notre avenir commun. Ma première conviction, c'est qu'il faut continuer d'aller en avant, encore et toujours. Ce qui nous a réunis collectivement en 2017, c'est cette promesse-là de faire sauter les verrous, de lever les dogmes, de transformer le pays, d'en finir avec le statu quo, de préférer le risque à la rente. Et nous le savons tous, j'en ai la conviction que nous devons continuer à prendre ces risques. Au fond, si l'on ne tenait pas cette promesse, nous serions des simples gestionnaires
des attentistes, des arrêtés. Alors ayons l'audace de continuer à prendre des risques, de transformer, de porter le changement et les réformes. Et je voudrais vous donner deux exemples, deux idées, deux convictions. Je pense à ces Français qui, pendant la crise, ont porté le pays à bout de bras. Vous vous en souvenez, le président de la République en a parlé dans un de ses discours. Il a parlé de l'utilité sociale au fond des métiers. Et il nous a invités à trouver des solutions pour mieux valoriser ces métiers de la première et de la deuxième ligne. Alors, nous avons commencé à le faire avec les soignants, en revalorisant demain les enseignants de notre pays. Mais nous devons continuer à aller plus loin aussi pour les métiers de deuxième ligne. Et La République En Marche a travaillé, a formulé des propositions avec les marcheurs. Nous avons proposé de réserver à ces métiers essentiels un accès prioritaire aux services essentiels, le logement, les crèches, métiers essentiels, services essentiels. Nous avons porté cette proposition. Je vous propose de la mener au bout. Et c'est aussi pour ces métiers-là que nous devrons faire la réforme des retraites, mes amis. Parce que la réforme des retraites, elle permettra de revaloriser la pension de ces métiers qui est justement trop faible aujourd'hui. Je crois que ce combat, nous devrons continuer à le porter ensemble. Je vois aussi le débat qui monte dans le pays sur la réciprocité des aides. Nous aurions, disent certains, indignés, apporté 100 milliards d'euros sans aucune contrepartie aux grandes entreprises. Je sais que, comme moi, vous entendez cette petite musique. D'abord, c'est faux. Il suffit de penser à l'aéronautique, à l'industrie automobile pour savoir que cela est faux. Mais je vais aller plus loin. Moi, je réponds que notre priorité aujourd'hui, c'est de sauver les jobs, les emplois des salariés, pas d'inviter les entreprises à mettre un pins à la veste avec écrit 1 million d'emplois dessus. Il faut d'abord commencer par les sauver. Mais je serais un petit peu court si je ne disais que ça. Je crois que nous devrons aussi prendre à bras le corps la question du partage de la valeur. Elle est chère à nos partenaires également de la majorité. Nous devons, d'une certaine façon, penser les clauses de retour à meilleure fortune. Et nous devrons aller plus loin, j'en suis convaincu, sur le partage de la valeur dans les entreprises. Et là aussi, nous avons travaillé, nous avons formulé des propositions pour généraliser la participation et l'intéressement. Alors portons-les auprès du gouvernement. C'est la proposition que je vous fais aujourd'hui. Ma deuxième conviction, que nous partageons plus encore, c'est l'écologie. Pas l'écologie parmi le reste, mais l'écologie avant tout. Pas l'écologie des déclarations, mais l'écologie de l'action. Pas l'écologie de posture, mais une écologie mature. L'objectif, ce n'est pas de revenir à l'âge de pierre, c'est de penser l'après-pétrole. C'est une écologie qui préfère l'incitation aux interdictions, une écologie qui préfère le progrès au regret, les champions de l'innovation aux prophètes du malheur. C'est l'écologie de la science et de l'innovation, pas celle du renoncement. J'ai eu l'occasion de le dire ces jours-ci, je me méfie de ceux qui nous vendent une société où rien n'est jamais assez pur. Ni même les arbres de Noël ou le Tour de France, Ambroise le disait. Je crois que cette voie est dangereuse, car au fond, elle empêche toute avancée. Et je vais vous dire, je sais de quoi je parle, puisqu'il y a une dizaine d'années, je travaillais dans les énergies vertes. Et je me rappelle exactement le discours de ces purs et durs qui nous disaient « ne faisons pas l'énergie solaire parce qu'on ne sait pas forcément bien comment recycler nos panneaux solaires aujourd'hui ». Eh bien, si on l'avait écouté, nous n'aurions pas développé l'énergie solaire. Nous en serions restés aux énergies fossiles. Cela, ce n'est pas notre écologie à nous. Nous devons porter le combat. Je crois que c'est le même combat sur la 5G. Écoutons ceux qui refusent la 5G. Mais en réalité, si nous faisons cela, alors nous ne ferons pas l'Internet des objets. Et sans l'Internet des objets, nous ne ferons pas l'agriculture raisonnée en eau. Nous ne ferons pas les économies sur les consommations d'énergie. Et nous ne proposerons pas dans les zones rurales la télémédecine, justement. Tout cela, ce sont des progrès qui seront interdits. Eh bien, nous devons porter une autre voie, une écologie de progrès. Ce n'est pas renoncer à l'écologie. Je vous dis ma conviction, sans cette écologie, ce sera la collapsologie. Et ça, je n'en veux pas.
Ma troisième conviction, c'est que nous devons remettre du respect partout dans la République, à commencer par celui de la loi, qui s'impose à toutes et à tous, même lorsqu'on est sincèrement croyant et qu'on a une religion, même lorsqu'on a 14 ans, même lorsqu'on n'est pas d'accord et qu'on veut le faire savoir. Ce n'est pas une question politique, c'est une question civique. Et en la matière, notre ligne est claire, rien que le respect, tout le respect toujours. Celui que l'on doit à l'autorité du professeur, celui que l'on doit aux gendarmes, aux policiers, à l'élu, à l'aîné, mais celui que l'on doit aussi symétriquement à l'élève, au présumé innocent, à l'administré, au mécontent, le respect. Mes amis, je sais que ce sujet du respect, qui englobe celui de la sécurité, est un sujet ardu. Je connais des majorités qui, par le passé, parce qu'elles ont cru que ne pas en parler suffisait à le faire disparaître, elles ont infligé un camouflet à ceux qui vivaient concrètement le problème d'insécurité et qui en étaient les victimes. Je sais aussi tous les élus, les populistes, Marine Le Pen et l'extrême droite en tête, qui en font leur miel et qui, au fond, sont pris dans une spirale infernale. Ils souhaitent en leur fort intérieur que l'insécurité grandisse pour accroître leurs propres résultats électoraux. Au fond, ils souhaitent le malheur des Français pour le bonheur de nos élus. Et c'est pour ça, mes amis, qu'aujourd'hui je veux être extrêmement clair, parce qu'entre le laxisme de la gauche et le cynisme de la droite, je crois qu'il y a la fermeté républicaine de la République en marche. Voilà ce que je pense être notre ligne. Ma quatrième conviction et dernière, c'est l'importance du rassemblement, du dépassement. Vous le savez, les municipales nous ont fait payer le coût de la division. Vous me direz qu'il était prévisible. Je sais qu'il y a des psychanalystes qui disent qu'au fond, il y a des erreurs dont on ne peut pas être prévenu à l'avance, qu'il faut les commettre pour en subir les conséquences dans sa chair. Eh bien, nous les avons subies, nous avons appris de nos erreurs. Et j'en tire, au fond, une conclusion très simple. Quand nous sommes divisés, nous ne parlons qu'à nous-mêmes. Quand nous sommes rassemblés, alors nous trouvons la capacité à parler enfin aux Français. Cette leçon-là, je voudrais que nous la tirions collectivement et que nous en tirions un mot d'ordre. Pour les prochaines élections, il est simple, 0 division. Et je parle de l'intégralité de la majorité présidentielle. C'est même tout l'inverse. Tout l'inverse que nous devons aux Français. Je suis rassuré que vous applaudissiez à cette proposition derrière moi également. Cette maison commune, nous devons la bâtir à l'invitation du président de la République. Elle doit nous permettre de rassembler tous ceux qui veulent agir, tous ceux qui veulent s'engager face à la crise, pour la France. Cette maison commune, elle a deux piliers historiques, bien sûr. La République en marche, évidemment, et le MoDem, cher François, qui nous parlera dans quelques instants et qui est là avec nous à distance. Mais cette maison, nous devons la bâtir ouverte, avec tous les volontaires, avec ceux qui nous ont rejoints, évidemment avec nos partenaires de Renaissance. Je pense à Agir, je pense au Parti radical, mais encore plus largement avec des formations politiques, avec des associations, avec des élus, avec des associations d'élus, avec des think tanks, avec des citoyens. Elle doit être grande ouverte pour rassembler ceux qui, dans ce moment, veulent s'élever parce que la situation du pays nous conduit à nous élever alors que tout dans la vie partisane nous pousse à nous rabaisser. Eh bien, je crois, mes amis, que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Rassembler les personnalités de bonne volonté, c'est original dans cette rentrée politique où les divisions renaissent partout, à gauche et à droite. Eh bien, marquons cette originalité. Et je crois, mes amis, que c'est déjà une réponse à ceux qui voudraient faire du président de la République le candidat d'un camp. Mais moi, je leur dis que le président ne sera jamais le président d'un clan. Il est celui
qui, dans la vie politique, a porté continuellement le dépassement des clivages. Et c'est pour cela, et je crois que cela fait partie de mon rôle, que je suis devant vous pour construire avec vous cette maison commune, et je le ferai dans la droite ligne de mes prédécesseurs au mouvement. Et je veux les saluer aujourd'hui pour leur travail. Je serai le garant de ce travail de rassemblement. Et je voudrais vous en donner 2 démonstrations. La première, c'est le travail main dans la main que nous lançons dès maintenant avec nos partenaires politiques pour construire ensemble nos futures campagnes électorales. Je pense notamment aux élections départementales et régionales. Parce que, mes amis, ces élections, elles ne pourront pas être prises pour ce qu'elles ne sont pas. Elles ne seront pas le premier tour de l'élection présidentielle. Elles ne seront pas la primaire de telle ou telle formation politique. Ou alors, je crois que nous mentirions aux électeurs et aux Français si nous les prenions comme telles. Elles sont celle de la relance économique de notre pays. Nous avons mis 100 milliards d'euros sur la table. Eh bien, cet argent, il faut qu'il puisse fructifier, se transformer dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Et c'est ça l'enjeu des élections régionales. C'est cela que nous devrons porter ensemble. Et cela donne du sens à notre rassemblement, à ceux qui veulent non pas être les meilleurs opposants du président de la République, ce n'est pas le sujet, mais à ceux qui veulent travailler avec ce gouvernement pour la réussite du pays. Voilà l'enjeu qui est posé sur la table. Il nous pousse au rassemblement. Et j'ajoute une dernière chose sur ces élections. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Se faire confiance ensemble, entre partenaires de la majorité présidentielle, cela veut dire aussi, ensuite, faire confiance à chaque territoire pour construire ses listes. La seconde démonstration de cette volonté de rassemblement, elle concerne notre Premier ministre, cher Jean Castex, qui, je crois, a pu nous rejoindre entre-temps. Chacun a pu apprécier ces derniers mois, cher Jean, votre patte unique. L'autorité de l'État et la chaleur méridionale, pour un seul homme, cela mérite d'être salué parce que c'est suffisamment remarquable. Et je crois, Monsieur le Premier ministre, cher Jean, qu'en acceptant la proposition du président de la République de prendre la direction du gouvernement de notre pays, vous êtes en même temps devenu le chef de notre majorité parlementaire. Et vous avez fait, comme nous tous ici, le choix de rejoindre une aventure politique qui dépasse les clivages et les blocages. Vous nous rejoignez dans cette maison commune. Je vous ouvre grand la porte pour vous accueillir. Bienvenue chez vous, bienvenue parmi nous. Monsieur, je crois que nous pouvons l'applaudir. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez aussi bien que moi le constat originel sur lequel notre aventure collective a été bâtie. Pardon pour ce lapsus. Les sentiers ont été battus et nous continuerons de les parcourir. La crise est un nouveau rappel de ce que l'action politique n'est pas, ne doit pas être, c'est-à-dire une action partisane. Et c'est tout l'objet de cette maison commune, rassembler, dépasser les clivages, dans l'intérêt du pays. Dans cette maison, tout le monde doit jouer son rôle, parce que chacun devra avoir sa spécificité. Nous devrons respecter les histoires, les spécificités des uns et des autres, et notamment celle de la République en marche, parce que nous sommes un mouvement citoyen et nous comptons le rester, parce que nous portons le dépassement des clivages, parce que nous sommes le mouvement qui avons porté Emmanuel Macron au pouvoir, parce que nous sommes un mouvement de terrain, d'élus. Alors nous serons les moteurs de ce rassemblement. Voilà la proposition que je vous fais aujourd'hui. Chers marcheurs, vous savez, et ce sera mes mots pour conclure, que ce qui fait la force de notre mouvement, nous le revoyons tout à l'heure, c'est de pouvoir être utile, c'est de s'engager. Alors, je vous invite, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, à vous engager et dans votre vie quotidienne, à faire vivre les valeurs de notre mouvement grâce aux 1001 gestes de la relance. Achetez local, soutenez les petits commerçants, gardez les enfants de vos voisins, engagez-vous dans des associations,
Faites sentir aux livreurs, aux caissiers, aux facteurs, aux gendarmes, aux policiers, aux infirmières, aux médecins, aux conducteurs de bus, aux éboueurs et à tous les travailleurs notre vibrante reconnaissance pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils font. Ils sont le ciment de la France, ils méritent notre reconnaissance. Agissons comme cela, soyons utiles. Mes amis, je vous disais à l'instant que la crise avait révélé l'essentiel sur la France et sur les Français. Je crois qu'elle a révélé aussi l'essentiel sur la vie politique et sur les élus. Notre majorité est chaque jour plus rassemblée quand nos oppositions sont divisées. Nous pensons chaque jour à demain quand la gauche et la droite ne pensent qu'à 2022. Nous ne pensons à rien d'autre qu'au pays quand ils ne savent penser qu'à leur parti. Mes amis, cette crise, elle a agi pour moi aussi comme un révélateur. Je n'ai jamais ressenti aussi fortement le sentiment que nous sommes en train de remplir notre devoir, que nous étions utiles. Et je n'ai jamais su aussi clairement pourquoi j'étais à cette place, devant vous, malgré les difficultés. Parce que chacun d'entre nous fait chaque jour une différence. Et que la grande histoire, ce n'est que la somme de toutes ces différences. Parce que ce que nous faisons, nous prenons notre part et nous allons continuer de plus belle. Parce qu'il n'y a plus de place pour le doute, mes amis, il n'y a de la place que pour l'action. Tout simplement parce que notre pays a besoin qu'on se batte pour lui et parce que les Français méritent que nous nous battions pour eux. Alors mes amis, vive la France, vive la République et vive la République en marche.